fu ngeen mënti nekk si àdduna si suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader D-Média téléchargé l'application D-Média si Play Store wala Apple Store ngir wéy di déglu ak seetaan seen émission en direct en VOD si Zik FM wala Sen TV taamu leen sunu page YouTube lire seen journal Tribune ak seen site d'information actunet.net D-Média dafa bokk si yéen D-Média sunu yëf. Jeudi sur Sen TV. xeebaate baaxul bàyyi leen doomu jàmbur yi ngeen di exploiter seen doom yi di nelaw ba 10 heures fu ñu ko teg li ngeen di wax bu doon dëgg la konoon ci seen doom yi ngeen koy njëkk a sant ku def lii am lii di ko def la doomu jàmbur te sa doom di ko def xam defu ko xam nga danga koy nax gardien yi dañ leen yërëm gardien asana weeru lëmm 40 000 ba 30 000 amoo foo xar matt jëm mais lu mu bon boo ñëwee may leen sax ku ne 10 000 moo bañ a joteeg 30 000 yi dara mais léeg-léeg nga gis koo xam ne gardien moo xam ne danaa patron dooma abal 10 000 bu weeru dee nga tiire ko ci mu ne mën naa nekk kay am seetal li mu di la abbi 10 000 ba weer wi dee mu yore la boru 20 000 doo ko fay léegi da ngeen dàq weer gardien yu bëri boro li chauffeur gardien mbindaan sénégalais da leen a xeeb. Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information, l'essentiel. Ce soir également, nous parlons santé, nous parlons de Covid-19. Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Mohamed Issa Ali, spécialiste en santé publique et membre du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Bonsoir à vous, monsieur Ly. Bonsoir, Nana Aïcha. Bonsoir à Mbow, aussi à Blain Mbow. Bon, je dois préciser quand même que je suis maintenant retraité. Donc je suis membre honoraire du SDT. D'accord. Parce que je ne fais pas comme les chairmen qui s'éternisent à la direction des syndicats. En tout cas. Bon, mais quand même, je suis membre fondateur et toujours de cœur avec les militants du SDT. Très bien. Membre un jour, membre pour toujours. Alors, un plaisir en tout cas de vous avoir sur ce plateau, mais également avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Néné, bonsoir au docteur Ly et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors, nous parlons de Covid-19, nous parlons de cette troisième vague avec bien sûr les variants. On parle du variant Delta. Hier, on a eu plus de 730 cas, aujourd'hui plus de 600 cas, ce qui est énorme, ce qui est véritablement énorme. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir avant de parler de la prise en charge des patients, entre autres? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette troisième vague qui touche également les jeunes? Oui, bon, c'est une troisième vague qui était prévisible, mais que visiblement personne n'attendait, en tout cas pas le commun des Sénégalais, et surtout pas le premier des Sénégalais, qui s'est permis de tourner monstre politique et comme si la Covid avait complètement... Donc déjà, ces tournées ont accentué un peu cette troisième vague. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais je dis que si on s'attendait à ce qu'il y ait une troisième vague, je pense qu'on n'aurait pas dû organiser ce genre de manifestation de cette ampleur-là. Hein. On aurait pu inaugurer selon des formats plus modestes et ça aurait fait peut-être moins de contacts. Maintenant, le reste, on ne peut pas le prouver. Donc tout ce que je ne peux pas prouver, je ne peux pas l'affirmer. Je ne sais pas si c'est la cause, mais ce n'était pas une bonne attitude à avoir, quoi. C'était pas une bonne idée. Oui, ce n'était pas une bonne idée. Alors, il y a eu faille peut-être quelque part par rapport à la communication, parce que vous l'avez dit, on pouvait s'y attendre. Autant dans les autres pays, on parle de troisième vague, donc on pouvait largement peut-être prendre nos précautions pour justement éviter cette troisième vague. Oui. En tout cas, bon, nous, citoyens lambda, comme on dit, bon, même si on est un peu imprégné de santé publique, bon, on a été médecin de district quand même pendant un temps assez long. Bon, on s'attendait vraiment à ce que cette troisième vague-là arrive, d'autant plus qu'il y a des variants réputés plus contagieux, hein, plus virulents.
qui étaient rapportés un peu partout dans le monde, surtout en Inde. Et d'ailleurs, si on a des retards dans la vaccination, justement parce que l'Inde a retenu ses vaccins, donc on aurait quand même dû savoir qu'avec les frontières ouvertes, le Sénégal étant le pays ouvert par excellence, que ça allait arriver un jour ou l'autre. Donc maintenant, comme on a été un peu épargné relativement depuis le début de la pandémie, on est allé jusqu'à croire qu'il y avait des forces mystiques qui nous protégeaient, qu'il y avait des saints hommes qui étaient entrés dans notre pays et qu'on pouvait tout se permettre. Mais j'espère que l'addition ne sera pas trop chère pour notre pays. On l'espère aussi, n'est-ce pas, Abdoulaye Mbow? Oui, espérons, prions. Moi, je me dis, qu'a-t-on déjà dit que nous ne dirons pas, en tout cas sur le Covid-19. Je crois bien qu'aujourd'hui, il faudra que l'on fasse très attention, même s'il est vrai qu'au Sénégal, comme dans d'autres pays, il y a jusqu'à présent des personnes qui ne croient pas en l'existence de la maladie. Mais il faut rappeler que si près de nous, si loin de nous, je veux parler de la Tunisie qui a lancé un appel à l'aide internationale, ce qui veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, la Tunisie est totalement débordée. Ce n'est pas seulement la Tunisie, il y a également l'Afrique du Sud qui est également fortement impactée, et non sans tenir compte justement des autres pays à travers l'Afrique, mais également à travers le monde. Donc, plus que jamais, aujourd'hui, on ne peut plus nier le fait que nous sommes en pleine troisième vague, avec, vous l'avez dit, plus de 700 cas hier, aujourd'hui 674 cas. Aujourd'hui, les capacités litières, en tout cas en termes de prise en charge, surtout pour ces personnes qui sont en réanimation, aujourd'hui sont largement dépassées. Donc, il nous faut impérativement insister à nouveau sur en tout cas, la communication. Il est vrai que le Comité national de gestion des épidémies a sorti un communiqué tout à l'heure suite à sa rencontre qui justement recommande le port systématique du masque partout, d'éviter les rassemblements, d'éviter les voyages surtout en cette période de Tabaski. Mais nous sommes au Sénégal. Mais est-ce que c'est pas trop tard, Abdoulaye? Bon, je dirais pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais depuis quelques semaines, on parle de troisième vague. On attendait peut-être des stratégies assez qui étaient là, présentes. Est-ce que c'est pas... Oui, je crois bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de nouveautés par rapport justement aux formes, je dis au pluriel, aux formes de communication, aux différentes formes de sensibilisation. Si l'on sait qu'avant même l'enregistrement du premier cas au Sénégal, avant même que nous vivions la première, la deuxième et maintenant la troisième vague, je crois bien qu'aujourd'hui, on devrait être en tout cas, dans une situation qui nous permettrait de maîtriser, d'avoir une bonne maîtrise justement de la pandémie, même s'il est vrai qu'il y a une mutation profonde justement du virus. Aujourd'hui, on parle du virus Delta, ailleurs on parle du virus lambda. Si on ne fait pas attention, ici au Sénégal, on risque de danser le lambada virologique tout simplement. Parce qu'en réalité, en termes de contamination, quand on voit ce qui se passe dans les véhicules de transport, ce qu'il se passe sur le terrain politique, ce qu'il se passe dans les terrains de football, les écoles ont fermé les portes, mais que va-t-il se passer avec nos enfants, nos neveux, nos nièces qui sont aujourd'hui dans les rues, qui jouent au football, qui s'amusent? Qu'est-ce qui va se passer si l'on sait que justement ce virus Delta n'épargne pas les jeunes? Et nous avons entendu des spécialistes de la santé dire que contrairement à la première et à la deuxième vague, aujourd'hui avec le virus Delta, il y a même des jeunes qui sont admis en réanimation. Donc je crois bien qu'il faut prendre des mesures idoines, même si ce sont des mesures coercitives. On va crier, on va jaser, mais écoutez, je crois bien qu'à un moment donné, il faudra que l'État se montre fort et que l'État puisse prendre également des décisions fortes. On parle de tension sur les lits par rapport à la réanimation. On parle également d'oxygène, manque d'oxygène. Alors tout ça aussi peut être dangereux pour lutter contre le Covid-19. Donc je pense que déjà quand même il y a des problèmes. Maintenant, la mauvaise habitude qu'ont nos autorités, c'est qu'elles ne reconnaissent jamais il y a quand même quelques fonctionnaires du ministère honnêtes quand même qui disent toujours ce qui se passe. Ce matin, j'ai suivi la directrice des établissements qui disait qu'ils sont à 95% d'occupation. Bon, quand elle dit 95%, ça veut presque dire 100%, quoi. Donc c'est une manière de dire que tous les grands hôpitaux de Dakar sont pleins. Bon, elle a dit que c'était possible peut-être de trouver d'autres lits, mais si on prend ces lits-là, c'est au détriment d'autres pathologies, comme des pathologies cardiovasculaires ou bien d'autres pathologies endocrinologiques comme le diabète et tout. Donc ça veut dire qu'on va sacrifier d'autres patients qui souffrent d'autres pathologies pour la Covid. Donc sachant tout ça,
depuis 2 ans pratiquement maintenant, 1 an et demi en tout cas. Bon, pourquoi on n'a pas fait plus d'efforts d'équipement et surtout de prévention? Parce que, comme on sait de toute façon que quand les États-Unis, la France, la Belgique ont des problèmes de réanimation, je pense que c'est sûr que nous, on va l'avoir, d'autant plus qu'on n'avait même pas le minimum requis, et que plein de gens mouraient tranquillement. Parce que une des propriétés de cette pandémie-là, c'est de révéler tout ce que les gens ne voyaient pas. Parce que comme il y a plein de malades qui arrivent en même temps, un flux de malades ininterrompu, ça montre tous les malades qui sont morts dans l'anonymat pendant des années, alors qu'on était là à Dakar dans les studios de télé en train de pérorer encore, de théoriser ou bien de nous chamailler sur des élections locales. Il y a plein de Sénégalais qui meurent comme ça. Et après on dit c'est Yalla ñëw na ndogal Yalla la foofu la waroon yem, alors que si on avait eu de bons services de réanimation, peut-être qu'on aurait pu sauver plein de gens. Donc là, on se rend compte qu'on est en danger de mort permanente un peu dans ce pays-là parce que on n'a pas tout ce qu'il faut. Bon, c'est vrai que la pandémie a une telle ampleur que ce que je dis là peut être valable aussi dans des pays européens. Parce qu'ils vont jusqu'à ne plus avoir eux aussi les possibilités de soigner correctement les malades. Mais chez nous, c'est vraiment, on n'a même pas le minimum. Donc la meilleure chose à faire, effectivement, c'est de ne pas se contaminer. Parce que quand on se contamine, on ne maîtrise plus rien. Donc il y a, je pense, 10% de la totalité des contaminés qui font des cas sévères. Et parmi ces cas sévères, il y a 10% qui ont besoin vraiment d'une réanimation. Et ça, même 1 million déjà de patients, ça fait plus que ce qu'on peut supporter. Que dire des CTE? On a entendu le chef de l'État dire qu'il faut peut-être revoir un peu les CTE. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? On a l'impression que ce n'est pas eux qui décident, quoi, parce que c'est comme si chaque mercredi, ils se posent en observatoire pour analyser la situation. C'est que normalement, des journalistes comme vous devrez faire, alors que c'est eux qui sont aux manettes. Ils n'ont qu'à vraiment mettre en œuvre. Ils leur communiquer, ils doivent l'écrire de telle sorte qu'ils vont dire on va faire ceci, on va faire cela, voilà les décisions qui sont prises, mais pas décrire des situations déjà passées ou bien donner des directives comme ça abstraites qui finalement ne sont jamais appliquées parce qu'on se rend compte que les gens meurent faute d'oxygène, quelquefois il n'y a pas de lit, on te dit que c'est une prise en charge domiciliaire alors qu'on aurait dû l'évacuer avant. La personne meurt, bon, on ne peut pas dire que c'est leur faute parce que c'est le système qui n'est pas assez puissant peut-être pour soutenir vraiment cette pandémie-là. Mais tout de même, on ne peut pas aussi nous contenter de descriptions simplement ou bien de directives comme ça en l'air, comme si ce n'était pas eux qui étaient aux manettes. C'est eux qui sont aux manettes. Ils n'ont qu'à agir et nous dire la vérité surtout. Or, ils sont très susceptibles. Même quand parmi eux, quelqu'un dit il y a eu des ruptures d'oxygène, il y a des cas de mort qui ne devraient pas, il lui saute dessus pour l'empêcher de parler. Je pense qu'au moins, il faut dire aux Sénégalais où en est la situation. Et ça aiderait grandement à faire la prévention. Parce que là, il y en a plein qui sont dans les marchés, qui sont dans le transport, qui se disent personne ne peut m'empêcher d'aller au village. Parce qu'ils pensent que quand ils seront malades, on va bien les prendre en charge. Et c'est quand ils tombent malades qu'ils découvrent vraiment l'horreur du système sanitaire sénégalais. Alors, Monsieur Ly nous a un peu parlé du CNGE. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ou bien qu'est-ce qu'on peut attendre de ce CNGE qui avait peut-être alerté par rapport aux tournées du président de la République? Je ne parlais pas de CNGE, je parlais de l'exécutif. De l'exécutif, d'accord. Justement, moi je parle peut-être aujourd'hui du CNGE qui avait demandé au président de la République, qui avait alerté par rapport à ces tournées, mais qui n'ont pas été écoutées. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'on peut attendre des décisions fortes par rapport à la Tabaski? Oui, en fait, le CNGE a déjà fait une formulation allant dans cette direction-là. Et quand on lit son communiqué qui dit qu'il faudra impérativement éviter certains voyages, surtout à l'approche de la fête de la Tabaski. Mais il sera très difficile parce que je le disais tantôt, nous sommes au Sénégal, nous avons une perception assez extraordinaire de la célébration de la fête de la Tabaski. Donc, il serait très difficile d'empêcher à M. Ly de quitter Dakar pour aller à Oréfondé ou à Orosuki. Ça, c'est
culturel. Ces déplacements sont culturels, surtout à l'approche justement de certaines fêtes comme la Tabaski. Mais quoi qu'il puisse se passer, je crois bien qu'au niveau du CNGE, c'est des spécialistes, c'est des spécialistes en la matière, c'est des socio-anthropologues, etc., qui véritablement donnent des propositions. Donc chacun est libre de donner sa proposition, et puis à terme, il y aura en tout cas la conjugaison des propositions qui sont faites et pour véritablement faire des demandes fortes. Et je crois bien qu'il faut prêter une oreille attentive aux recommandations du Comité national de gestion des épidémies, parce que c'est impératif. Le Sénégal, je le dis depuis la première vague, le Sénégal n'est pas un pays d'exception. Quand on voit aujourd'hui l'Inde qui a été totalement débordée au point de demander une aide internationale en termes d'oxygène, on voit qu'aujourd'hui, l'Inde n'exporte plus les doses de vaccin AstraZeneca parce qu'elle en a besoin. Quand on voit qu'aujourd'hui, le président Bolsonaro est menacé à cause justement des dégâts du Covid-19, quand on voit ce qui se passe un peu partout à travers le monde, il faut se dire que le Sénégal n'est pas un pays d'exception. Qu'il nous faudra véritablement revenir à l'orthodoxie comportementale. Parce que j'ai l'habitude de dire que toutes les vagues que nous vivons au Sénégal, c'est des vagues à un niveau comportemental. Fort heureusement, nous avons des leviers forts au-delà justement des pouvoirs décisionnaires. Nous, on a vu au moins les chefs religieux montrer l'exemple à travers Serigne Mountakha qui a remis très tôt une forte somme d'argent pour soutenir justement la lutte contre la pandémie, qui a montré véritablement que le port du masque était très 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 important. On a vu Serigne Babacar Sy Mansour qui a été constant dans sa ligne, qui a tout fermé et qui disait effectivement faisons attention parce qu'il n'y a jamais 203. Je crois bien que si on tient compte de l'ensemble de ces facteurs-là, de ces données, on pourrait véritablement aller dans le sens en tout cas je ne dis pas de vaincre parce qu'il est très difficile de vaincre cette pandémie, mais au moins d'avoir en tout cas des pourcentages très faibles en termes de contamination, parce que hier vous l'avez dit, plus de 700 cas, aujourd'hui plus de 600 cas. Il nous faudra faire très attention, surtout qu'il y a encore ce virus Delta, et sans compter le virus Lambda qui pourrait nous pousser à danser le lambada véritablement virologique. Alors, un virus qui affecte aussi le personnel de santé, qui n'est pas épargné. Le personnel de santé, qu'est-ce qu'on peut en retenir également, qui a l'air quand même très affecté par cette pandémie? Je pense que c'est les agneaux du sacrifice, comme on dit, comme nos soldats d'ailleurs qu'on envoie toujours au front sans peut-être toujours les mettre dans de bonnes conditions. Bon là, moi j'ai l'impression que le ministère, les amis de Dia, ont un peu baissé les bras parce qu'ils étaient plus toniques dans la première vague. Les efforts qu'on a déployés lors de la première vague, on est allé jusqu'à fermer des mosquées, des églises, pour vous dire qu'on avait vraiment réussi à persuader les gens du danger. Or, le danger est plus grave maintenant. Je me demande pourquoi les mêmes leviers qu'on avait utilisés pour vraiment mobiliser ces chefs religieux, mobiliser les communautés, que tout le monde soit. Pourquoi on ne peut pas le faire? C'est comme si, là, au Sénégal, les gens ne prennent plus la maladie au sérieux. Il faut juste tomber malade. Et quand on tombe malade, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une spirale qui, malheureusement, aboutit quelquefois à la mort. Donc, quand quelqu'un est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Il n'est plus là pour revendiquer. Donc, son dossier est classé. Donc, il faut quand même, au lieu de faire... Et aussi, c'est vrai qu'ils étaient un peu trop répressifs au début, parce que même pour le couvre-feu, on tabassait des jeunes et tout. Il y avait tout le temps cette peur du gendarme. Cette fois-ci, c'est le contraire. Ils ne font plus aucun effort, ils font simplement des recommandations, et sans communiquer réellement pour montrer aux gens le danger. Parce qu'au fait, les gens ne sont pas au courant. Et il y a un maire, lui-même, qui dit à Pékin, qu'il a remarqué qu'il y avait beaucoup de morts ces temps-ci. De quoi sont morts ces gens-là? Les tests ne sont pas aussi évidents. Ils font des tests, une politique restrictive où on réserve les tests simplement aux gens qui ont des symptômes ou alors qui ont un certain âge ou qui ont des comorbidités, alors que quelqu'un qui est asymptomatique, ou bien, cette nouvelle variante aussi, il paraît qu'il ne donne même pas de symptômes. Et le poumon peut être atteint alors qu'on ne ressent rien, et c'est quand on fait le scanner qu'on voit des lésions. Donc je pense que, et moi je vais toujours plaider pour qu'on utilise les tests rapides. Pourquoi ne pas les utiliser? On nous dit que les tests rapides ne sont pas bons. Comment se fait-il qu'en France, en Allemagne, partout en Europe, ils utilisent des tests rapides, même dans les pharmacies? Pourquoi ici on ne peut pas amener des tests rapides qui sont beaucoup moins chers, les mettre dans les postes de santé, dans les pharmacies, au niveau communautaire, pour qu'on puisse identifier les gens qui sont atteints, qui sont contagieux, qu'on puisse les isoler
C'est comme ça qu'on peut faire de la prévention. D'accord. Peut-être que le docteur Ousmane Dia va sûrement répondre à cette question. Nous sommes sur le plateau avec docteur Dia, directeur des établissements publics de santé. Mais avant d'en venir aux tests rapides, on voit que quand même cette troisième vague, on l'a dit tout à l'heure, touche énormément les jeunes. On parlait tout à l'heure du personnel de santé. Ceux qui sont dans les centres de traitement Covid, on a entendu qu'ils sont restés peut-être 6 mois sans salaire, alors ou bien sans motivation. Est-ce que ça peut aider pour justement vaincre cette troisième vague si ce personnel de santé n'est pas motivé? Voilà, merci beaucoup Madame Ba. Bonsoir à mon frère l'ami Ablaye et mes respects au doyen docteur Ly. Je voudrais d'abord m'excuser pour le retard. J'étais pris au bureau et les embouteillages m'ont un peu empêché de venir très tôt. Alors Madame Ba, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur votre plateau. C'est juste pour vous dire, d'abord pour répondre au doyen Ly, je pense que nous avons compris cette stratégie parce qu'aujourd'hui, même au niveau du CNG, M. le ministre a demandé que les tests rapides soient mis en place partout. Et je peux dire que le directeur des laboratoires avait déjà anticipé depuis quasiment 1 mois en mettant à la disposition des régions médicales les tests. Peut-être c'est la communication qui n'est pas passée comme on l'aurait souhaité, pour que les gens puissent les utiliser. Parce que la date de péremption de ces tests est assez rapprochée, ce qui fait qu'il nous faut une utilisation rapide de ces tests, comme le nom l'indique, pour nous permettre d'anticiper. Mais ce n'est pas aussi gage de sécurité à 100%. Notamment, nous avions privilégié, quand nous étions dans la première vague, l'utilisation des scanners, parce que les radioscanners nous permettaient de voir le niveau d'atteinte des poumons et de déceler même pour des cas qui n'ont pas eu un test positif de la COVID au niveau de leur corps et de pouvoir les prendre en charge et aussi de généraliser le test PCR. C'est pour vous dire que nous sommes vraiment d'accord avec le doyen. Tous les moyens qui existent et qui pourraient nous permettre éventuellement d'anticiper sur la maîtrise de cette pandémie, nous les utilisons. L'autre chose, c'est en fait, il y a eu quand même une mauvaise interprétation parce qu'à principal, nous les saluons au passage parce que je pense que c'est des acteurs extrêmement engagés. Oui. Parce qu'ils se sont volontairement décidés à venir accompagner la réponse à la pandémie. Il y a eu un malentendu. Ce n'était pas un problème de salaire, mais juste de motivation. Parce qu'il fallait nécessairement continuer, comme sur la première vague, à donner au personnel de santé une motivation qui tournait autour de 150 000. Mais comme c'est des lits et des seaux, je pense qu'à l'approche de la Tabaski, c'est le mouton qui pose problème. Alors on va entendre du bruit pendant un certain temps, mais on peut vous assurer qu'aujourd'hui même... Mais le fait d'attendre 6 mois, c'est déjà quelque chose. Oui, parce qu'en fait, vous savez, je l'ai dit la dernière fois quand j'étais sur votre plateau, c'est l'organisation budgétaire de l'État du Sénégal. C'est des procédures. Et les procédures sont parfois longues. On a anticipé, parce qu'il faut rappeler que la loi d'habilitation a pris fin depuis longtemps. Donc aujourd'hui, on revient sur les procédures normales qui permettent le décaissement de l'argent. Et il faut que le DAGE fasse le virement, fasse d'abord une demande de fonds au niveau des finances. Donc vous avez vu tout ce processus, ça peut prendre 1-2 mois. Et parfois, il ne faut pas que les gens oublient que toutes les dépenses liées à la COVID dans les centres de traitement sont comprises dans les ressources que le ministère octroie à ces hôpitaux. C'est ce qui fait parfois, il y a un amalgame, il y a une incompréhension, mais je peux vous assurer d'une chose, d'ici demain ou après-demain, la moitié des motivations sera payée, si on ne peut pas payer globalement tout. Maintenant, pour le personnel de santé, je peux vous dire que le Sénégal peut être une fierté. Tout à l'heure, en venant, j'étais en train de faire comme mon ami Ablaye, j'ouvrais les journaux pour lire. Il se trouve que les Algériens ont perdu 200 médecins. Et ils sont actuellement à près de 20 000 personnels de santé qui sont Covid, qui ont été testés positifs et pour la plupart qui sont dans les centres de prise en charge ou même au niveau des cas graves. Mais jusqu'au moment où je vous parle, le Sénégal n'a pas dépassé le barème des 500 personnes atteintes au niveau de nos structures. Et pour la plupart, leur contamination s'est faite au niveau des autres services, mais pas au niveau des CTE. C'est un peu pour faire ressortir le fait qu'au niveau des CTE, toutes les dispositions sont prises. Là où peut-être nous avons eu des problèmes, c'est au niveau du service d'accueil des urgences. Parce que les gens qui viennent en urgence, parfois on ne peut pas connaître leur état. Et c'est de là que nous tirons parfois la plus grande contamination au niveau du personnel. Et pour finir, je peux vous dire que nous nous sommes rendus compte en 3 jours que nous sommes passés à près de 77% de personnes venant au niveau des structures hospitalières sur qui nous décelons véritablement des signes de Covid. D'accord. Alors, quelle sera la riposte adoptée aujourd'hui? On va toujours respecter le port du masque qui est essentiel par rapport à cette lutte, mais qu'est-ce que vous préconisez justement pour cette veille de Tabaski, où on sait que Dakar est l'épicentre de la maladie et que les gens vont quitter Dakar pour aller dans les régions? Voilà, je pense que ce matin, M. le ministre a présidé un CNG exceptionnel.
Et il a instruit même que chaque jeudi, à la directrice générale de la santé publique, qui est de surcroît le président du CNG, de convoquer après le CNG du lundi, un CNG le jeudi, qui lui permettrait de faire un round-up de toutes les recommandations qui ont été faites. À partir de ces recommandations, il prendra des décisions certainement. Aujourd'hui, nous avons deux objectifs. Le premier, c'est d'abord de rompre carrément la contamination. Il faut qu'on arrête la contamination. Parce que tant que la contamination continuera, forcément nous serons dans des difficultés. L'autre chose, c'est de réduire et de rompre la mortalité. Parce que tant qu'il n'y aura plus de morts, et je pense que eux, experts en matière d'épidémie, vous le diront, c'est deux objectifs qui sont parallèles, qui nous permettent en fait de juguler la contamination. Et dès que nous aurons terminé à maîtriser la pandémie et que le niveau de personnes atteintes sera véritablement en baisse, là on pourrait développer d'autres stratégies qui nous permettront d'approfondir peut-être notre méthode, mais aussi d'arriver à ce que les Sénégalais puissent aller dans le sens de respecter encore plus les mesures barrières et de renforcer aussi les restrictions. Je pense que en entrant, j'entendais le docteur Ly parler des mesures qui ont été prises durant la première vague. Oui. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que c'est impossible aujourd'hui à l'état actuel de mettre encore un confinement au niveau du Sénégal. Peut-être qu'on peut arriver dans des confinements par zone, on ne sait pas, l'autorité décidera. Mais pour le moment, au vu de certains aspects économiques, sociaux, ce sera difficile de revenir sur ces mesures, peut-être d'une manière allégée, en contournant peut-être les difficultés. Alors, que dire, Abdoulaye, des vaccins? Parce qu'il l'a dit, ce qui importe aujourd'hui, c'est de réduire un peu la mortalité. Alors, si on sait que c'est les cas graves, peut-être, qui peuvent causer cette mortalité, et ces cas graves peuvent être évités par les vaccins, et aujourd'hui, on parle de pénurie de vaccins, ça n'arrange pas les choses. Oui, ça n'arrange pas les choses, mais fort heureusement, je crois bien que le ministre de la Santé et de l'Action sociale, lors de la réception du prix de l'excellence dédié au ministère et au personnel de la santé, a annoncé l'arrivée de doses de vaccins AstraZeneca, Johnson & Johnson et Sinopharm. Dans le cadre du COVAX également, nous allons recevoir bientôt des doses de vaccins. Je crois bien qu'il a été avancé la date du 27 juillet pour la réception de 500 000 doses justement de vaccins. Je crois bien que nous les attendons parce que nous sommes, moi en tout cas, je fais partie des personnes enthousiasmées de savoir qu'il y aura des doses de vaccins qui vont arriver parce que je fais partie des personnes non vaccinées jusqu'à présent. Voilà. Vous me faites peur, Abdoulaye. Non, mais vous savez pour les raisons, parce qu'en réalité, on attendait justement d'avoir une liste, comme je le rappelle, nous sommes à l'antenne, on attendait d'avoir une liste, en tout cas, de nombre de personnes pour pouvoir faire venir les personnes qui devaient nous vacciner. Mais malheureusement, il y a eu rupture de doses par rapport au centre de santé qui devait effectuer le déplacement. Il y a eu rupture de doses. Donc nous attendons, docteur est là, docteur est en face de moi également, nous attendons véritablement les doses avec impatience. Mais il faudra, comme l'avait dit le ministre, une communication agressive en matière justement de sensibilisation liée au vaccin. Parce qu'au-delà du déni de la maladie, il y a également justement ce refus de voir même une seringue de vaccin. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de Sénégalais qui se disent qu'en réalité, se vacciner, c'est serré. Mais je crois bien que nous sommes en 2021, on ne peut pas voir plus de, en tout cas, 50 millions de Français se faire vacciner aux États-Unis, pareil en Tunisie, en Algérie, un peu partout, et nous dire, si on se vaccine, on risque de se transformer, risque de se transformer en femme toute noire, de perdre tout son teint clair. Donc je crois bien qu'il faut revenir à cette orthodoxie de la communication, et pour cela, il est impératif qu'au-delà justement du ministère de la Santé, globalement, que les acteurs même, tels que M. Ly, qui est aujourd'hui en retraite, puissent véritablement faire partie des acteurs communautaires à la base, dans son quartier, et dans sa mosquée, et dans son AIC, pour véritablement faire partie des relais de communication, afin que la communication à la base puisse véritablement avoir des canaux de transmission avec un objectif clair, faire comprendre aux citoyens qu'il est impératif de porter le masque à nouveau, qu'il est impératif d'éviter les regroupements, qu'il est impératif de reprendre les vieilles habitudes, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou en tout cas du gel hydroalcoolique, mais surtout justement de ne pas se dire que le vaccin peut nous causer des désagréments énormes. Il y a eu quelques cas un peu partout avec des thromboses qui sont apparues, mais je crois bien que c'est un infime pourcentage par rapport aux personnes qui se sont faites vacciner à travers le monde. Je crois bien que c'est par là qu'il faudra en tout cas
relancer le combat contre cette troisième vague. Alors, on parle toujours de déni de la maladie, on parle de complot, parce que même par rapport à ces cas, il y en a qui n'y croient pas du tout. Alors, c'est là où on peut justement parler d'aspect communautaire, parce que les médecins en santé communautaire, ils avaient fustigé justement cette façon de faire en disant qu'on ne mêlait pas trop ces agents à la lutte contre le Covid-19. Voilà, bon, c'est pourquoi moi je refuse de débattre d'un vaccin qui n'est pas encore là. C'est-à-dire le vaccin, c'est comme le prétexte ou l'alibi pour dire que quand le vaccin viendra, tout sera réglé comme par miracle. Alors qu'on voit, même en France, ils vaccinent, mais ils vont être obligés encore de reconfiner parce qu'il y a le variant qui est en train de se développer. Donc le vaccin n'est pas la solution à tout. Et avant qu'il n'arrive d'abord, il y aura combien de morts avant que le vaccin arrive. Donc je pense que c'est les gestes barrières, il faut insister. Le vaccin et surtout, aussi peut quand même protéger. Oui, mais c'est-à-dire un vaccin qui n'est pas encore là. C'est-à-dire une maladie qui est en train de tuer les gens, qui est en train de se propager. Au lieu de dire aux gens, prenez vos précautions, n'allez pas au Fouta, n'allez pas en Casamance, ne faites pas de rassemblements. Chaque jour à la télé, on montre des rassemblements monstres. Tout le temps, les gens continuent, les mariages et tout. On ne parle pas de ça et on nous dit, il y a un vaccin qui arrive. Bon, avant qu'il n'arrive, il y a beaucoup de Sénégalais qui ne seront pas là pour le prendre. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est une manière pour un manager, au lieu de régler un problème qui est là devant lui, il nous fait rêver que ça viendra d'ici. Non, on veut la solution. En fait, ils n'ont pas peut-être la solution à eux seuls, effectivement. Il faut impliquer les communautés. Mais il faut mettre aussi des moyens. Il y a combien d'agents de cadres de santé communautaire qui sont là en train de chômer. C'est-à-dire que c'est avant même que la Covid n'arrive, ces gens-là auraient dû être recrutés. Mais quand la Covid est venue et que tout le monde était d'accord dès le départ qu'il fallait vraiment ce travail communautaire-là, c'est celui qui pourra régler ce problème-là. Et pourquoi ils n'ont jusqu'à présent pas recruté Et entre-temps, ils ont recruté, hier, je ne sais pas ce qu'ils ont recruté encore, ils sont en train de recruter 65 000 jeunes, et il ne faut pas recruter des cadres de santé communautaire. C'est-à-dire quelquefois vraiment, ce n'est pas cohérent, quoi. Ce n'est pas de la méchanceté. Mais on est tous Sénégalais. Bon, ce qu'on vous souhaite, c'est de réussir. On n'a que des petits frères là-bas. Et c'est peut-être même pas eux qui décident au ministère de la Santé. Mais c'est-à-dire qu'il y a des actes sur lesquels on doit agir. Il faut dépister les gens. Parce qu'on a dit, test, track, treat. Tu testes, tu essaies d'identifier les contacts du malade, tu les traites, tu les isoles. Jusqu'à présent, dans certains pays, quand tu y vas, tu es positif, mais on t'isole, tu es en contact, on t'isole. Pourquoi au Sénégal, ça n'existe plus? Ce n'est pas la même maladie. Ça, on ne peut pas avoir une manière particulière de soigner la Covid au Sénégal. Et après maintenant, des gens qui ont des éléments de langage, qui sillonnent les télés, qui se fâchent quand on dit que le chef de l'État a fait des meetings qu'il n'aurait pas dû faire, mais ils n'ont pas à se fâcher. On doit dire la vérité au président parce que c'est nous qui l'avons élu. Les ministres, c'est nos ministres, c'est nous qui les payons. Donc on doit vraiment tenir le langage de vérité au peuple. Et maintenant, c'est les gestes barrières qui sont à l'ordre du jour. Recontacter les personnes ressources, mobiliser les communautés à la base. Il faut qu'on prenne l'habitude de le faire parce que ça a servi dans beaucoup de programmes, le sida, le paludisme, la bilharziose, plein de maladies, et on a vu des résultats concrets. Cette maladie-là, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question, il faut être rapide. On n'a vraiment pas le temps d'attendre des communiqués de conseil de ministres, des réunions plénières exceptionnelles de CNGE. Après, il y a un communiqué qui est diffusé dans toute la presse. Toutes les radios relaient le même communiqué. Un résultat rapide et un travail de terrain. Voilà, vraiment. Et il faut dire aux gens, la maladie arrive, et les responsabiliser, et eux-mêmes. Parce que en fait, c'est nous-mêmes, là où on est effectivement, comme vous l'avez dit, dans les mosquées, dans les quartiers, arrêter ces deuils où il y a plein de personnes. Pourquoi on a besoin peut-être des proches. Donc peut-être on peut s'attendre à ce qu'on interdise les rassemblements. Mais vous savez, il y a des mesures que nous n'avions jamais, depuis le début de la pandémie, arrêté de rappeler. Déjà, vous allez dans les structures hospitalières. La première mesure qui avait été faite, et je me rappelle, ça a suscité beaucoup de tollé, et l'autorité nous avait donné instruction de le faire. Nous avions signé une correspondance pour dire d'arrêter les levées de corps, d'arrêter les baptêmes au niveau des structures, pour éviter la contamination. Mais à un moment, Madame Ba, il faudrait qu'on ait, nous, la responsabilité patriotique de nos actes. Oui, mais quand les chiffres ont commencé à baisser par rapport à la deuxième vague, on n'entendait plus ce discours. Il y a eu un relâchement tant du côté, bien sûr, des populations que des autorités sanitaires. Alors, je peux vous dire une chose, parce que la baisse, comment on l'a acté, nous?
Parce que la surveillance que nous faisons aujourd'hui au niveau des centres de traitement qui étaient 24, c'est que nous sommes arrivés à un stade où nous n'avions dans les centres que près de 34 personnes qui étaient positives. Et ces personnes positives étaient prises en charge au niveau des centres, au niveau des cas sévères, des cas graves et même des cas asymptomatiques. Donc, quand la chose a baissé et que nous avons vu que nous n'avions plus beaucoup de personnes au niveau des CTE, la première mesure prise, c'est de dire aux gens, nous sommes en état de veille et d'alerte. Et lui, il sait très bien de quoi je parle. Dans le système de santé, une action ne peut pas être déroulée pendant 10 ans. On la déroule, on a des résultats probants, on évalue. Et après l'évaluation, on met toujours un système de veille, de contrôle, d'alerte pour éventuellement anticiper sur la survenue d'une seconde, d'une quatrième ou d'une cinquième vague. Quand nous l'avons fait, je reviens vers ce qu'il disait, la vaccination est une des stratégies parmi toutes les stratégies. Le ministère a dit les gestes barrières, le confinement. On a vu le confinement, ce que ça a engendré. On a dit à un moment, il faut mettre tous les malades dans les centres de traitement. On a commencé à prendre même des hôtels, des motels pour mettre les gens qui étaient des cas contacts. Mais on s'est rendu compte que peut-être c'était pas la meilleure stratégie. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons corrigé pour d'abord dire toutes les personnes qui ne présentent pas de signes seront confinées chez elles. C'est ce qu'on est en train de dérouler encore et c'est ça qui a même amené l'autorité à signer énormément de contrats pour qu'on continue la prise en charge à domicile. La PECADOM, j'en parle devant lui parce que c'est un des experts en matière de prise en charge à domicile. La PECADOM nous a permis, aujourd'hui nous sommes à 1304 personnes qui sont guéries. Donc les cas que nous prenions le plus, c'était les personnes âgées qui